Alors, Valérie est en vacances, mais on lui souhaite de bon congé. On va se retrouver avec Valérie d'ici une petite dizaine de jours, mais c'est pas bien grave. On est en compagnie de nos débatteurs et on va essayer de se mettre d'accord sur plusieurs sujets ce matin. On est en compagnie de Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Jérôme Dubuc est avec nous. Bonjour. Membre de Renaissance. Non, absolument plus. Absolument plus. Non, je suis membre de la majorité présidentielle et d'Horizon. Et d'Horizon. Ah, voilà. Très joli papier ce matin dans Libération. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Pas encore. Pas encore. Eh bien, vous verrez, on pense déjà à 2027. Mais il y a beaucoup de monde qui pense à 2027, visiblement. Vous pensez toujours, n'en parlez jamais. Exactement. On va également aller du côté de Maisons-Laffitte avec Jacques Miard, le maire de Maisons-Laffitte, Maître LR. Bonjour Jacques, si vous êtes là. Bonjour. Salut et fraternité. Et bonjour. Bonjour Jacques. Et Jean-Claude Beaujour qui est là, avocat et président du Forum Transatlantique. Bonjour Jean-Claude. Bonjour et bonjour à tous. Tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. En pleine forme. Alors on va. Voilà. Jacques Miard ne se déplace plus, n'est-ce pas? Il nous reçoit. Il est dans son fauteuil. Il a raison. Michel, pour aller dans la banlieue, moi j'ai autre chose. Je vais te dire, j'enfile les rendez-vous et. Non, c'est pas Michel qui a dit ça. Hein. C'est pas Michel qui a dit ça. Chez vous, c'est long. Tu veux plus venir dans Hidalgo? C'est beau, mais c'est long. Bon. En attendant, on va parler de la valeur travail. Dans un instant, c'est travailler plus longtemps, c'est du bon sens. C'est donc Emmanuel Macron. On va revenir, on va décrypter cette sortie médiatique hier à Rungis de la part du chef de l'État, qui se positionne comme celui qui remet au cœur de la société les questions du travail. Le travail étant l'alpha et l'oméga de notre système. Et puis surtout, on va voir aussi est-ce qu'il a repris la main sur ce débat-là avec un entre-deux de journée de manifestation et de mobilisation avec la réforme de retraite. Prochaine sortie médiatique du chef de l'État, ce sera samedi. Il a prévu de rester très longtemps, dit-il, au salon de l'agriculture pour évoquer toutes ces questions-là. Il était déjà resté 13 heures. Comme d'habitude. 13 heures, peut-être 14. Peut-être tout le week-end. Il va peut-être dormir sur place. Il a battu le record de Jacques Chirac. Exactement. Donc on va voir ça avec lui. Emmanuel Macron hier qui a essayé de tordre le bras un tout petit peu au patron de Total. Est-ce que Total doit vraiment faire un effort pour faire baisser le prix de l'essence avec ses bénéfices records? C'est ce qui est réclamé à corps et à cri. Et puis on va revenir aussi sur ce choc des deux mondes, comme le titre Le Figaro ce matin, avec le face-à-face Poutine-Biden. Le retour de la guerre froide est-il en marche aujourd'hui? On verra ça avec vous et également avec vous, auditeurs, au 0826 300 300. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule les uns et les autres. Michel, vous vouliez revenir sur l'explosion des faillites dans les entreprises. Alors en fait, effectivement, là les chiffres tombent. Il y avait déjà un premier chiffre qui est tombé, mais là c'est même au niveau européen. Depuis 8 ans, il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est Eurostat qui est l'organisme, c'est l'INSEE européen, on va dire, qui vient de l'annoncer. Et en même temps, on nous annonce une reprise de la croissance. Dixit l'INSEE en France. Oui, mais il y a peut-être un petit décalage, non ? Non, c'est qu'en fait, on est dans une situation qui est dramatique. C'est qu'en fait, vous avez effectivement une reprise de la croissance économique, nos économies résistent plutôt bien, apportant des phénomènes inflationnistes, la confiance des ménages qui est quand même extrêmement atteinte par la situation ambiante. Et en même temps, donc il y a une reprise économique et en même temps, les acteurs les plus fragiles, les TPE, les PME, qui ont le moins de soutien, les commerçants, les artisans, sont dans des difficultés très importantes et multiplient effectivement les faillites. Pourquoi ? Parce que par exemple, lorsqu'un fournisseur d'électricité envoie une facture d'électricité avec du plus 50, plus du 100%, voire du 500%, fois 5, fois 10, comme on l'a vu, vous pensez bien que pour un petit commerçant, le fait d'avoir une facture qui passe de 1 700 € à 17 000 €, comme je pourrais parler d'un restaurant à Strasbourg, dont je connais bien le patron, il y en a plein. Pour eux, c'est insupportable, économiquement insupporté. Alors que des grosses PME, les ETI et les entreprises du CAC 40, elles
elles peuvent négocier, elles peuvent composer. Donc effectivement, il y a une fragilisation et une très forte accélération. Est-ce que c'est pas venu défaillance d'entreprises depuis octobre dernier? Voilà, est-ce que c'est pas venu se rajouter à d'autres problématiques de remboursement des PGE, avec l'inflation aussi, avec la question du pouvoir d'achat des Français qui ralentissent? Le message que moi je veux faire passer, c'est pour ça que c'est plutôt un coup de gueule évidemment qu'un coup de cœur, c'est qu'en fait, il faut prioriser les aides aux petits acteurs économiques, petits, je le dis au sens noble du terme, en termes de taille, parce que c'est vraiment eux qui souffrent le plus aujourd'hui de l'explosion des prix, des matières premières, des fournisseurs. Comme le disait Thierry Veil, le patron d'une chaîne de bagels, je ne vais pas dire laquelle, je crois qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, il disait « Les clients ne sont plus les rois, c'est les fournisseurs qui ont pris le pouvoir ». Et c'est pas une bonne chose. Jacques, l'élu de terrain que vous êtes, ces petits... C'est malheureusement le cas, même si certains s'en sortent bien. Il faut aussi ajouter autre chose, et je ne sais pas si Michel peut nous donner la réponse, c'est qu'il y a, notamment venant des États-Unis, une méthode de gestion des entreprises avec des faillites que l'on provoque volontairement de manière de sortir du rouge et de solder les comptes. Et on repart ensuite sur une autre entreprise. On le voit aux États-Unis, c'est assez courant. Mais dans les cas que vient de soulever Michel, je crois qu'il y a la conjoncture, il y a le fait effectivement qu'il y a une baisse de la consommation et qu'ils sont étranglés par les fournisseurs, c'est évident. Non, il y a deux phénomènes, je crois qu'il faut analyser ça avec un peu de recul. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène conjoncturel, comme l'a dit Michel, qui est lié effectivement au phénomène d'inflation, à l'augmentation des matières premières, à l'augmentation des coûts de l'énergie, qui ne va pas s'arrêter. C'est un phénomène conjoncturel qui peut devenir structurel. C'est ça qui est dangereux dans cette affaire. Et puis, il y a un phénomène structurel où il y a des filières entières, je pense à la filière du vêtement, par exemple en France, qui est en train de s'écrouler complètement parce qu'on a des nouvelles méthodes de consommation. Et ça, c'est très structurel. L'État n'y est strictement pour rien. Quant à dire il faut aider les PME, les TPE plutôt que les autres, ok, moi je veux bien, mais on a abreuvé l'économie française et l'économie européenne de dépenses publiques. Abreuvé. Donc il fallait bien que ça ressorte un jour. D'être public, de dépenses publiques. Donc il fallait bien que ça ressorte un jour. Donc pendant 3 ans, on a abreuvé l'économie de dépenses publiques. Bon, donc aujourd'hui, on a des bons indicateurs. Et c'est la moindre des choses, puisqu'on a soutenu cette économie avec la dépense publique. Donc on a aujourd'hui une croissance qui se tient globalement. On était à 3 en 2022, on va être à 2, entre 2 et 3, 2,5, 3 en 2023, ce qui n'est pas mauvais. Ça veut dire qu'on est dans une croissance qui crée de l'emploi en plus, de plus en plus. Et donc, c'est la moindre des choses. Mais quand on va retirer, on ne va pas pouvoir continuer à abreuver l'économie de dépenses publiques. Quand on va commencer à retirer cette dépense publique, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aimerais bien entendre nos gouvernants nous dire ce qui va se passer, s'ils le savent. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est de savoir comment est-ce qu'on va procéder quand on va retirer la dépense publique. Jérôme, tu n'as pas tort, mais il y a un problème majeur que l'économie française rencontre, c'est, je dirais, la faiblesse des investissements. Et donc, qu'on le veuille ou non, bien sûr qu'il faut de la consommation. Il y a des aides ponctuelles aux ménages qui sont dans le rouge, mais il faut aussi investir. Et c'est là où, malheureusement, ces dernières années, comme aujourd'hui, on a encore du retard. Oui, Jacques, pas tort. Jean-Claude. Juste une précision par rapport à ce que disait Jacques. Le droit des faillites ne nous vient pas stricto sensu des États-Unis. En revanche, ce qui est conseillé, ce que nous conseillons à nos clients, c'est d'utiliser toute la palette juridique nécessaire pour éviter d'être en quelque sorte étranglé par des recours de créanciers. Je pense notamment aux procédures de sauvegarde, je pense à l'accompagnement qui peut être constaté par le tribunal de commerce et là, à ce moment-là, échelonner des dépenses, des dettes pour éviter effectivement des situations irréversibles. C'est peut-être cela aussi que l'on voit plus fréquemment. Il fut une époque où on se souvient bien de César Birotteau. Il fut une époque où la faillite, lorsqu'on était endetté, on allait en prison et certains dirigeants se tuaient. Maintenant, César Birotteau. C'était au siècle où nous n'étions vraiment pas paniqués. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, le droit des faillites n'est pas un droit de sanction. C'est véritablement
ça n'est pas un droit de sanction comme il a été conçu ou pensé à l'origine, mais il est de plus en plus un droit d'accompagnement au rebond. C'est pour cette raison que l'on parle plus du rebond. Avec la sauvegarde, oui, Claude, tu as raison, mais aux États-Unis, c'est quand même utilisé pour solder les comptes. Bien sûr. Alors, juste une petite touche d'optimisme très rapidement pour dire qu'en parallèle de cette destruction d'entreprises, on n'a jamais créé autant d'entreprises en France qu'en 2022. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, on a un processus de destruction-création qui est plutôt... Beaucoup d'auto-entreprises et de petites... Oui, d'accord, mais enfin quand même, ça veut dire que l'esprit d'entreprise est là, en France, ce n'était pas toujours le cas. Dernier chiffre que l'on donne avant de faire une petite pause, les secteurs qui sont particulièrement touchés, c'est un article de Capital, dans le secteur du transport, la logistique et le stockage, c'est les derniers chiffres, 72% au quatrième trimestre, mais également dans le secteur de l'hôtellerie, plus 40%, le service santé, éducation et services, plus 30%. Ce sont des chiffres qui sont comparables à 2019, donc avant pandémie. Dans l'hôtellerie-restauration, là, on attend presque 100% de hausse et de banqueroute. Là, il y a plusieurs facteurs conjoncturels. Oui, mais ce qui est très inquiétant, c'est que c'est très récent. Ça a commencé en octobre. Et donc, c'est pour ça que ça fait... C'est en flèche. C'est en flèche. Voilà, explosion des faillites également du côté de l'Espagne. Voilà, on referme ce volet économique. On va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Michel Taube, Jérôme Dubu, Jacques Mien et Jean-Claude Beaujour, on referme la partie économique avec le coup de gueule de Michel sur l'explosion des faillites ces derniers mois. Je me tourne maintenant vers les coups de cœur. C'est Jean-Claude, vous avez la parole. Oui, parce qu'il y a une actualité qui est porteuse. Il y a un article qui date de quelques jours de Pierre Aski, qui est bien connu, journaliste international, qui rappelle, ou en tout cas qui attire notre attention sur les raisons pour lesquelles, dans cette guerre Ukraine-Russie, derrière laquelle les Occidentaux sont, s'agissant de l'Ukraine, Pierre Aski insiste sur le fait qu'il y a une grosse partie de la planète qui n'est pas avec nous, et que ça pose un certain nombre de questions. Quand je dis une grosse partie de la planète, il y a tous les pays d'Afrique, il y a un certain nombre de pays d'Asie, il y a l'Inde, l'Afrique du Sud, il y a... Ils ne sont pas non plus derrière la Russie. Non, mais c'est moins le sujet. Ils ne sont pas avec nous. Parce qu'on pensait que, par exemple, les pays d'Afrique seraient... plus ou moins avec nous, sans condition. Et ça nous incite à repenser notre politique d'influence, notre politique internationale. Jacques Mien est un diplomate de formation, donc il comprend très bien ce dont on veut parler. Et ça, c'est un sujet. C'est un sujet pour la présence française à l'étranger, c'est un sujet pour les intérêts français à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, là où nous avions une zone naturelle d'influence, qui était notamment, je dis bien une zone, qui était notamment avec nous, on avait une coopération économique, on avait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et nous devons nous interroger parce que, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'un autre diplomate, d'un grand diplomate, Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Et c'est une donnée qu'il nous faut intégrer désormais. Les autres ne pensent pas comme nous. On entend beaucoup parler de la grandeur et de l'influence de la France. Cette guerre Russie-Ukraine met le doigt sur le fait que, entre guillemets, nos amis inconditionnels sont de moins en moins, mais le doigt sur le fait que nous avons des intérêts à défendre et qu'il faut y réfléchir à deux fois. Voilà. Jacques, il a parfaitement raison. L'ouvrage de mon ami Maurice Gourdeau-Montagne laisse parfois, je dirais, un sentiment, je dirais, d'une certaine naïveté, je le dis comme je le pense. Mais il est évident qu'aujourd'hui, entre guillemets, l'Occident, qui se croyait le leader du monde, est devenu minoritaire, notamment minoritaire en termes de population. Même si, effectivement, ces États ne vont pas, je dirais, épouser la thèse de l'un ou de l'autre, ils sont devenus neutres. Et ils disent très clairement, c'est pas notre guerre. Voilà, c'est pas notre guerre, c'est la vôtre. Et c'est la réalité. Donc on doit y réfléchir sérieusement parce qu'aujourd'hui, le monde, entre guillemets, occidental, qui est déjà parfois fortement divisé, eh bien, n'est plus le chef de file du monde tout court. Michel Taube. Deux, trois choses. C'est pas que on ne pense pas comme eux ou ils ne pensent pas comme nous, c'est qu'on n'est pas d'accord.
C'est ce qu'on n'est pas d'accord. J'ai eu l'honneur d'aller interviewer le président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, il y a un mois, avec d'ailleurs André Berkoff, qui était également pour Sud Radio, et qui nous disait, voilà, nous sommes des non-alignés. On a une autre conception. On pensait que l'Alliance Atlantique était finie avec la chute de l'Union soviétique, et on n'a pas compris que l'Alliance Atlantique continue. Bon, c'est chacun son point de vue, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé d'être forcément d'accord. Alors ensuite, qu'il y ait des considérations culturelles, d'intérêt, de conception aussi de l'homme, parce que quand même, entre un Poutine et un Biden, c'est pas tout à fait la même conception de la politique, considérée par l'un comme la continuation des choses par d'autres moyens parfaitement acceptables, et pour l'autre, à mon avis, c'est plus compliqué. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on peut ne pas être toujours d'accord avec les autres et très bien s'entendre quand même. Jérôme. Oui, il faut faire attention à pas généraliser, parce que l'influence occidentale, elle prend plusieurs formes. C'est pas seulement l'influence diplomatique, c'est aussi, on a parlé d'économie, c'est aussi l'influence économique. Et de ce point de vue-là, le modèle économique occidental, il a triomphé partout. Même en Chine. Pardon. Mais même en Chine, on parle de capitalisme d'État. On parle de capitalisme d'État. C'est pas l'État capitaliste, c'est le capitalisme d'État. Et donc, on a triomphé sur notre modèle économique. Souvent. Vous devriez m'écouter plus souvent. C'est une parenthèse. Mais notre modèle économique occidental a triomphé un peu partout. Alors, pour à tort aussi, ou à raison, après on peut le contester, on peut dire qu'il est injuste, inégalitaire, trop consommateur d'énergie et de matières premières, etc. Il y a beaucoup de défauts, mais en tout cas, il s'est imposé un peu partout. Mais ça ne veut pas dire que diplomatiquement, on a gagné. Loin de là, et Jean-Claude et Jacques ont eu raison de le souligner, mais si vous voulez, les influences, elles sont diverses. Alors, Jacques, attendez, on va écouter Jacques, qui bondissait au propos de Jérôme. Non, je pense qu'il faut bien comprendre une chose, c'est ce que, je dirais, la thèse que c'est la fin du monde, etc., on voit très bien que même en Chine, il reste un pilotage par l'État qui n'existe pas chez nous. C'est le cas bien sûr en Russie, c'est le cas dans un certain nombre d'autres États. Donc capitalisme d'État, c'est pas capitalisme libéral. Donc il y a quand même une sacrée différence. Oui, mais c'est capitalisme et je pense quand que même. La faiblesse de l'économie française, c'est le manque de prévision. C'est assez dramatique de ce côté-là. Moi, je voudrais juste préciser, on va continuer de parler du monde international. Je voudrais juste préciser ma pensée. Nous sommes à un moment où nous réfléchissons à notre avenir, parce que l'idée n'est pas simplement, très franchement, de commenter la guerre en Ukraine, de distribuer des bons points, des mauvais points, etc. Ça peut être aussi pour nous l'occasion de réfléchir à notre positionnement, de réfléchir à la manière dont nos intérêts sont défendus. Et je suis désolé, qu'est-ce qu'on a appris, puisqu'on vient de parler du prix de l'énergie? On a appris qu'effectivement, dans cette histoire, nous subissions de plein fouet la question énergétique. On l'a vu lors de la Covid, on a vu que nous avions un problème de dépendance à l'égard des uns et des autres, en tout cas de l'extérieur. Donc c'est vrai que lorsque je dis il faut repenser l'avenir, c'est pas simplement de la diplomatie, parce que pour moi, derrière la diplomatie, il y a notre économie, il y a la réindustrialisation. Si nous avons moins d'amis, il faut penser à notre indépendance nationale. C'est pas un vilain mot, indépendance nationale. Lorsqu'on a moins d'amis, on se dit, en cas de difficulté, que fait-on? Comment s'organise-t-on? C'est cela que je veux dire. Et je pense avant tout, pas simplement en termes de monde occidental, je pense avant tout à la France. Bravo. Jacques. Non, alors oui, bravo, parce que aujourd'hui, effectivement, c'est pas un gros mot que de vouloir être indépendant, parce que c'est la maîtrise de notre destin. Mais arrêtez avec ça, cette indépendance factice dont on parle tout le temps, avec cette souveraineté qu'on va reconnaître, alors qu'on a 3 000 milliards d'endettement, dont la moitié est détenue par des actifs étrangers. Enfin, soyons sérieux. Ça commence par là. La souveraineté, ça commence par la souveraineté financière. On l'a perdue. Mais Jérôme, j'ai pas parlé de ça. Mais oui, mais ça commence par là, si vous voulez. Attendez, pas tous en même temps. Moi, j'en ai marre d'entendre ces discours sur la souveraineté. On va reconquérir notre souveraineté.
industrielle, etc. Michel, Jacques. Alors qu'on a 3 000 milliards de dettes. Enfin, soyons sérieux, quoi. Michel et Jacques, ensuite. Ça commence par le désendettement, la souveraineté. Attendez, Jacques. Allez-y, Jacques. Mais oui. Jérôme, tu exagères. Mais non, j'exagère pas. Enfin, la moitié de notre dette, elle est détenue par les étrangers. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille soutenir la souveraineté française? Enfin, attendez, Jacques. Mais oui. Jacques, s'il vous plaît, parce que l'auditeur, faut que les auditeurs puissent suivre. Jacques. Non, mais moi je dirais très clairement que la situation aujourd'hui est le résultat effectivement d'une absence de politique intelligente et industrielle. On a laissé faire. Eh bien, il y a un moment, regardez ce que font les États-Unis, ils sont intervenus. Et donc le problème, il est là. C'est que effectivement, on a laissé faire, on a laissé désindustrialiser la France, alors qu'on pouvait garder la maîtrise d'un certain nombre de perles françaises qui sont passées de l'autre côté, dont Alstom, par exemple. Rappelle-toi ça. Mais ça, c'est un détail, mon vieux. Bon, allez, attendez. On va continuer, mais on va continuer justement sur ce. Jacques Miard est un point de détail. Ce monde qui bouge. Et Jérôme, puisque vous n'êtes pas d'accord avec Jacques Miard, on va continuer sur l'international parce que c'est consécutif aussi ces prises de parole que vous avez avec le face-à-face à distance qu'on a eu hier entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Et vous aviez un coup de cœur, vous, pour. Oui, alors là, je vais me faire aussi des amis du côté mais on va vous laisser développer et puis on fera circuler la parole. Qui va me traiter de pro-américain, mais je trouve que moi, je ne suis pas un affidé de Joe Biden. Je n'ai pas beaucoup d'admiration pour lui. Je trouve que c'est un politicien assez quelconque. Mais enfin bon, il a été élu. Il est président des États-Unis. Et je trouve qu'hier, à Varsovie, il a fait un discours assez remarquable, tant sur le fond que sur la forme. Alors, il n'a pas fait d'annonce particulière. Il a surtout fait des réassurances vis-à-vis de l'Ukraine, des réassurances sur le positionnement de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN, en disant qu'il était chef de guerre, c'était clair, et qu'il allait continuer à défendre l'Alliance Atlantique et l'OTAN, quoi qu'il arrive. Notamment l'article 5 de l'Alliance Atlantique, qui veut que lorsqu'on a une attaque d'un membre de l'Alliance Atlantique, l'ensemble des autres doivent le défendre. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, je crois qu'il a bien mis... Alors, j'entends vos raisonnements, celui de tout à l'heure, et ça complète ce que je dis, celui de Jean-Claude sur l'influence occidentale. Si vous voulez, la guerre en Ukraine, c'est pas une guerre comme une autre. C'est une guerre qui va beaucoup plus loin que l'Ukraine. Et Biden a eu raison de rappeler qu'on défendait un certain nombre de valeurs. On appelle ça les valeurs occidentales, les valeurs de liberté, comme vous le souhaitez. Moi, ça m'est complètement égal, mais enfin, c'est quand même bien ça qui est en jeu. Ouais. On s'est précipité, il y a un certain nombre d'hommes politiques français notamment, et allemands, qui se sont précipités pendant des années pour faire des courbettes à monsieur Poutine. Aujourd'hui, ils voient ce que ça donne. Bon, ils voient quelle est la vraie nature de ce régime, qui n'a pas changé, ou très peu, à part la dislocation des territoires, mais le mode de gouvernance n'a quasiment pas changé par rapport à l'Union soviétique. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, si vous voulez, on a été bien naïfs. Et la naïveté occidentale, c'est aussi, malheureusement, une de nos valeurs, entre guillemets, parce que ça peut être positif et négatif. Mais en l'occurrence, c'est très négatif. Et je trouve que Joe Biden, hier, n'a pas été naïf. Allez, on va continuer parce qu'on marque une toute petite pause. Jacques Miard, on va s'arrêter un court instant parce qu'on est obligé de faire une pause et on va s'interroger sur la présence de ce nouveau rideau de fer. En tous les cas, où est-ce qu'est la limite aujourd'hui? C'est un peu ce que disent les éditorialistes ce matin après donc les interventions, le discours de Vladimir Poutine et celui de Joe Biden, en écho de l'un et de l'autre hier, et on en débat avec vous également. 0826 300 300 sur les réseaux sociaux aussi. Vous n'hésitez pas à continuer de discuter entre vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et avec Michel Taube, Jérôme Dubu, Jacques Miard et Jean-Claude Beaujour aujourd'hui pour évoquer donc ce choc de deux mondes avec les discours hier de Vladimir Poutine et de Joe Biden qui se sont répondus, deux mondes, parce que Moscou et Vladimir Poutine a donc brandi la menace d'une course aux armements nucléaires. De son côté, Joe Biden, depuis Varsovie, a répondu que son soutien à l'Ukraine, notre soutien, a-t-il dit, ne faiblira pas. Le rideau de fer aujourd'hui revient, en tous les cas, où est la limite? Jacques Miard, sur ce qui s'est passé, cette séquence diplomatique d'hier. Non, mais il faut être sérieux, parce que je crois qu'aujourd'hui, expliquer cette guerre comme s'il y avait les mauvais d'un côté et les bons de l'autre est franchement inexact. D'accord. Donc, il est évident que, bien évidemment, nous avons des principes, nous avons des valeurs, qui sont certainement pas celles du sieur Poutine. Mais il n'en demeure pas moins
que j'espère qu'un jour, on va pouvoir je dirais, se fonder sur l'ensemble des éléments qui ont provoqué cette guerre. Et je dirais à l'adresse des Américains, Jérôme, que moi, je m'en tiens toujours à la fameuse phrase de Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien ce que font les Américains. Ils ont mis tous les Européens sous leur tutelle et que l'OTAN est une machine américaine, terminé. Et puis j'ajoute une chose, c'est que M. Biden, s'il va en Pologne, il est aussi allé en Ukraine, ne jamais oublier que pour les États-Unis, la Pologne est un allié, je dirais, historique, parce que 13 millions de Polonais sont aux États-Unis. Donc il fait aussi une opération interne, de politique intérieure, parce que pour lui, c'est très important. J'ajoute également qu'il n'y a pas une politique étrangère américaine, il y en a plusieurs, et celle du Pentagone, parfois, prend le dessus pour la nécessité d'avoir un ennemi. Voilà, parce que ce qu'il a en tête, c'est la Chine derrière. Et donc, il veut que, effectivement, entre guillemets, son camp soit sous ses ordres. Eh bien, il faut y réfléchir, parce que c'est pas aussi simple que ça, en disant il y a un salopard, et puis il y a... Je peux vous dire qu'en matière de manipulation, nos chers amis américains sont pas mal. Les Russes aussi, faut le dire. Donc nous, notre intérêt, c'est pas de coller à l'un ou à l'autre. Michel Taubin. Moi, je peux pas être d'accord, Jacques, avec mais c'est pas grave. votre excellence mère. C'est le but, j'allais dire, presque. Non, mais je plaisante. En fait, lorsque Joe Biden, lorsque ça a été la Bérésina à Kaboul, lorsque vous savez les talibans ont pris le pouvoir et que les États-Unis se sont retirés à la va-vite et en catastrophe, laissant tout un peuple complètement abandonné. Je me suis dit, ça, les États-Unis, Joe Biden va avoir une politique totalement isolationniste, il va se replier sur lui-même, et c'est très mauvais. Et quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, je me suis dit, mais est-ce qu'il va faire la même chose ? Est-ce qu'il va rester cloué chez lui et puis abandonner les Européens à leur sort ? Et je veux dire, s'il n'était pas intervenu, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait plus d'Ukraine. Il y aurait plus d'Ukraine. Et après la Biélorussie, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple biélorusse s'est fait écraser un an avant avec le soutien de Poutine. Après l'Ukraine, ça aurait été qui ? Donc je ne suis pas d'accord. Je pense effectivement, je suis d'accord avec Jérôme Bubus, deuxième fois ce matin, je pense que Joe Biden, se révèle. Alors que moi aussi j'étais très critique avec lui, je trouvais que Donald Trump avait fait de très bonnes choses sur le plan de la politique étrangère, notamment les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui était une très très grande nouvelle. Mais là, je trouve que Joe Biden se révèle être un très grand homme d'État et à la hauteur de ce qu'on attend du président des États-Unis. Jean-Claude, pas entendu, attendez Jacques. Oui, moi je voudrais juste tempérer quand même ce que disait Jérôme, parce que moi j'ai le souvenir que même le président Nicolas Sarkozy disait la Russie c'est un grand pays et donc il faut que je les traite, je la traite et je traite son dirigeant comme un grand pays. Et pourtant, moi, je ne connais pas du tout c'est un pays que je ne connais pas, que je ne fréquente pas, j'y ai pas de clients, voilà. Mais c'est là où il faut qu'on ne se trompe pas. Je pense que, indépendamment des personnes, j'ai la faiblesse de croire que nous avons des intérêts et qu'en fait, il faut aussi qu'on pense à cela. Nous avons des intérêts à défendre dans le monde, nous avons bien sûr des valeurs, mais nous avons aussi des intérêts. Et peut-être, moi c'est ce que je constate en regardant faire aux États-Unis, les Américains défendent leurs intérêts, la Chine défend ses intérêts, et maintenant on voit bien que de par le monde, les uns et des autres défendent leurs intérêts. Et donc peut-être est-ce que nous avons bien sûr des valeurs, mais il nous faut réapprendre à défendre nos intérêts. Jacques Miard, pour terminer. Oui, ce que dit Claude est frappé de coin au bon sens, c'est évident. Il faut bien comprendre une chose. Effectivement, pour reprendre les propos de Michel, mon ami Michel, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Absolument. Il n'en demeure pas moins. Souvenez-vous, ce que les alliés des Américains ont, c'est l'hélicoptère qui s'envole de Saïgon, de l'ambassade.
c'est la débâcle qu'ils subissent en Afghanistan. Et donc maintenant, ils ont un problème, c'est leur crédibilité. Et donc il fallait qu'ils se retrouvent un ennemi, et que bien évidemment avec la Russie, et le Pentagone a toujours voulu cet ennemi. Parce que quand on fait l'histoire de ce qui s'est passé depuis 2004 et 2014, on voit très bien quelle a été l'action des Américains. Ça n'a rien à voir avec Saïgon, enfin soyons sérieux. D'abord, ça n'a strictement rien à voir. Premièrement, les Américains sont venus suppléer la carence des Français qui ont quitté de manière lamentable après Dien Bien Phu l'Indochine française. Souviens-toi un peu, avant les Américains, il y avait les Français. Et deuxièmement, on a tellement tapé les opinions publiques occidentales, et notamment l'opinion publique française, quand le Monde titrait « Saïgon libéré », il faut quand même pas avoir la mémoire courte. C'est inadmissible de dire ça. Enfin, mais ça, c'est le Monde. Mais non, mais je suis désolé. Les opinions publiques occidentales ont fait pression sur les gouvernements des États-Unis pour qu'ils s'en aillent. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont décidé. Enfin, soyons sérieux. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Quand tu as parlé avec Poutine, alors là, c'est la meilleure de l'année. Je savais qu'il y avait un parti russe en France, mais je ne savais pas qu'il était encore aussi existant. Mais non, d'une pipe en bois, ça n'a rien à voir. Si, il y a un parti russe en France, et ça, j'en suis convaincu depuis des années. Allez. Est-ce qu'on peut moi, j'en suis convaincu, Jérôme, mais je ne suis pas sûr que Jacques Méard en fasse partie. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il en faisait partie. Bon, on va clore le sujet parce qu'il faut qu'on déroule les thématiques qu'on a développées. Couchant, comme Jacques, puisque vous avez la parole, Jacques, je vous la laisse. Mais vous aviez, vous, un coup de gueule, et ça va nous amener également au débat suivant sur la sortie d'Emmanuel Macron. On va revenir à un sujet franco-français sur la valeur travail. Mais vous aviez un coup de gueule contre, justement, l'expression, ce qu'a fait Emmanuel Macron. Dites-nous tout. Et là, je sais que Jérôme va dire non. C'est les oxymores de Macron-Jupiter. Alors. Parce qu'il a, on le connaît pour les en même temps, mais véritablement, dans ce qu'il fait et ce qu'il dit, notamment en politique étrangère, ça vaut son pesant de ducat. Parce qu'il va dire tout et son contraire dans les mêmes, je dirais, dans les mêmes propos. Lorsqu'il est revenu, notamment de Munich, il a fait des déclarations à la presse dans laquelle il dit que bien évidemment il souhaite la victoire de l'Ukraine, mais qu'il ne faut pas écraser la Russie, etc. Donc plus personne n'y comprend quelque chose. D'ailleurs, à telle enseigne que Zelensky a fait des bombes cabris et que cette habitude de parler par oxymore chez Macron est préjudiciable à la clarté du discours et à la voix de la France. Voilà ce que je dénonce, parce que la politique étrangère, il y a un moment, il faut appeler un chat et pas l'inverse. Qui c'est qui veut sur cette position non, mais effectivement. Je comprends pas, là, parce qu'au contraire, cette position qui est franco-française devrait te plaire. C'est ce que tu défends depuis des années. C'est une position indépendante, à mi-chemin entre les États-Unis et le reste du monde, qui veut se faire, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? On n'a plus les moyens. Jacques, qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Réaliste, on n'en a plus les moyens. Jacques, qu'est-ce qu'il aurait dû dire sur ce... Il est évident qu'il ne peut pas dire qu'il faut que la Russie soit battue et qu'après, il dit le contraire. Donc, le problème, c'est qu'il faut avoir de la clarté. Premièrement, il faut moins parler. Ça, c'est évident. Ça, c'est difficile. Il parle trop. Deuxièmement, lorsqu'on est... ça, c'est impossible. Je dirais ce qu'est la position de la France. On prend des termes précis, concis, et surtout, ça ne peut pas être jugé en fonction, je dirais, de la contradiction qu'il va y avoir dans les propos. Alors, c'est là où il y a un oxymore. Voilà. Et je voudrais savoir si pour vous, Jacques, par exemple, revenons à on va dire le sujet franco-français d'hier. Il dit, moi, je crois au travail. La valeur travail, c'est lui, quelque part. Est-ce qu'il a eu raison hier, en plein débat sur la réforme des retraites, de se repositionner comme étant le président qui met les gens au travail, qui trouve des emplois? Il a dit que c'était le bon sens. Mais le problème avec Macron, il parle toujours de ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire? Le bon sens. Il parle du bon sens en disant que la retraite, ça doit être du bon sens. Il parle toujours de ce qu'il n'a pas. Parce que le projet qui a été présenté aux Français est plein de choses trappes. Et on l'a vu, notamment les 1 200 € que tout le monde toucherait, notamment les femmes. On sait très bien que c'est une galéjade et que c'est une contre-vérité.
Jérôme, est-ce qu'il a repris la main, Emmanuel Macron, hier? Écoutez, il l'a jamais perdu, contrairement à ce que disait Jacques. Le problème n'était pas de la reprendre, le problème c'est de la conserver. En réalité, la valeur travail, d'abord, elle n'appartient à personne. Premièrement, ni aux hommes politiques, elle appartient surtout aux Français qui travaillent effectivement. Mais il y a quand même deux constatations qu'on peut faire. C'est que, premièrement, c'est qu'on est un des peuples développés dans le monde occidental qui travaille le moins. Bon, le nombre d'heures travaillées, par exemple, c'est assez clair. On rentre très tard sur le marché du travail et on en sort très tôt par rapport aux autres pays, puisqu'on en sort, jusqu'à maintenant, on en sortait à 62, 63 ans, alors que d'autres pays en sortent à 65, 66, voire 70. Regardez les États-Unis, quand vous allez dans un bar américain, c'est très frappant. Moi, je m'en réjouis pas, je trouve ça très triste, mais enfin, il y a des gens qui, à 70, 72, 73 ans, continuent de travailler. Bon, donc ça, c'est un constat. On a un pays qui travaille assez peu. Et puis, bon. Alors, est-ce qu'il est productif? Alors, vous allez faire bondir certains qui vont vous dire on travaille peu, mais on est très productif. Mais on peut être très productif. Jusqu'à maintenant, c'était le cas. Or, ça n'est plus le cas depuis 4-5 ans. Je le dis de manière tout à fait indépendante et objective. Ça n'est plus le cas. La productivité du travail a baissé en France, ou n'a quasiment stagné. Alors que c'était effectivement un de nos grands avantages par rapport à nos concurrents. La productivité, on nous vend toujours le modèle anglo-saxon. La productivité du travail des Britanniques, par exemple, était bien plus faible que la nôtre. Bon. Donc ça, c'est un point important, si vous voulez. Mais ça n'explique pas tout. Donc si on a le nombre d'heures travaillées l'un des plus faibles, et si en plus notre productivité du travail n'augmente plus, eh bien on a notre situation actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'on a une situation de stagnation. 30 secondes. Moi j'ai une proposition. Michel. Emmanuel Macron retire son projet de loi et le remplace par un retour des 39 heures de travail par semaine plutôt que 35. Et il paraît que ça générerait plus de 10 milliards de recettes fiscales, de cotisations sociales, je crois que chaque mois. Enfin, c'est énorme. Et ça permettrait de financer les retraites de nos aînés. Zut, il faut travailler plus. Zut, il faut travailler plus. Je peux vous mettre d'accord parce qu'il faut qu'on fasse une pause. Selon la DARES qui a publié donc ces chiffres le 26 janvier dernier, la productivité donc effectivement a baissé en 2022. Ça ne fait après des années 2020 et 2021, la productivité a perdu 3% au troisième trimestre par rapport à 2019, donc étude de la DARES. On va y revenir dans un instant, cette valeur travail et aussi la sortie d'Emmanuel Macron et les autres sujets, parce qu'il veut aussi tordre un petit peu le bras à Total pour faire baisser le prix de l'essence. Est-ce que c'est son rôle? On y revient dans un instant avec vous. Il reste un petit quart d'heure à passer ensemble. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Michel Taube, Jérôme Dubu, Jacques Miard, Jean-Claude Beaujour, dernière ligne droite de notre débat. On en était à la valeur travail avec donc la petite phrase hier d'Emmanuel Macron lors de son déplacement au marché de Rungis, dépotrominé comme on dit, où il a passé plus de 5 heures quand même, hein, donc ça fait un petit marathon au milieu donc des différents pavillons. La valeur travail, moi je crois au travail, de travailler plus longtemps, c'est du bon sens. Toutes ces petites phrases. Jacques, puisqu'on était avec vous... Oui, mais c'est évident que le travail est au cœur de la société. Et quand on entend des imbéciles prétendre qu'il faut farniente et qu'il faut mettre en avant, je dirais, le temps libre, etc., ou les loisirs, c'est une faute. Parce que la valeur est ce qui donne de la dignité aux êtres humains, à nos concitoyens, et que la valeur travail demeure, parce que moi je le constate, quand vous avez des gens qui rentrent dans votre bureau qui disent je cherche du boulot, etc. Quand je constate que toutes les associations qui utilisent tout un tas de moyens pour faire revenir des gens quand ils sont chômeurs au travail, on voit bien que ça, c'est le cœur même de l'action de nos concitoyens. Donc le travail est effectivement une valeur sûre et il faut cesser de le décrier comme le font un certain nombre d'extrémistes gauchistes. Alors Jean-Claude. Alors moi je voudrais faire une observation liée à deux choses. Tout d'abord, dans le cadre de mes activités professionnelles, je rencontre et je vis sur le terrain avec des gens qui ici ou là travaillent dans des mondes, dans des milieux différents, à des niveaux différents. Et puis comme beaucoup de Parisiens, je prends les transports en commun. Et dans le métro, il ne se passe pas 2 stations sans que l'on ne rencontre quelqu'un qui vous dit « je vous demande de m'aider parce que j'ai perdu mon travail et donc je n'ai plus de ressources » et qui font la manche et c'est douloureux. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires. On a besoin de travailler parce que je ne sais pas comment on s'organise autrement. Est-ce qu'on retourne au troc? Est-ce qu'on vit de quelque chose? Non mais j'y arrive. Et en réalité, si je disais qu'en tant qu'avocat, je vois un certain nombre de choses, je crois que c'est moins
le travail qui est le vrai sujet. Ce sont les conditions de travail, et c'est parce que, en tout cas moi, c'est ce que je constate comme avocat, c'est parce que beaucoup de gens souffrent au travail. C'est la souffrance au travail qui rend difficile le sujet. Tout d'abord parce que c'est vrai que nous subissons, on parlait d'entreprises grandes ou petites, on subit des restructurations qui sont importantes. Donc c'est extrêmement violent pour j'entends tout ce que vous dites là, oui. Mais cette séquence-là, elle arrive au moment où les organisations syndicales s'opposent à la réforme des retraites, à commencer par la CFDT qui dit pas on ne veut pas de réforme, on ne veut pas de celle-là, et on aurait voulu parler de la valeur travail, de comment on travaille aujourd'hui. Est-ce que cette réponse d'Emmanuel Macron, c'est pas une façon d'enjamber finalement, comme il le fait d'habitude, la réforme des retraites et de passer à un sujet suivant je vais vous dire, moi j'ai presque envie de vous dire, je n'ai y compris pour vos auditeurs, mais aussi pour moi-même, on va faire un peu d'écho. Je ne veux pas passer mon temps à commenter le président de la République que je ne connais pas beaucoup. J'ai envie de vous dire et à vos auditeurs, ce que je vis sur le terrain. Que la réalité, nous ne ferons pas l'économie de ce sujet. La vie au travail, la manière dont nous abordons les restructurations, la manière dont les gens sont payés, sur la manière dont on s'organise en société. Moi, je vous dis simplement, on peut enjamber. Alors, il y aura des gens qui se diront oui, il a bien fait, non, il n'a pas bien fait, etc. Mais pour moi, c'est pas le sujet parce que ça ne réglera pas tout le problème. Et le vrai problème, c'est celui-là, c'est les conditions de travail, la souffrance, la manière dont nous nous organisons et notre projet de société. C'est ça le vrai sujet des Français que moi je croise au quotidien. Jérôme et puis Michel. Deux choses très rapides. Dans le même temps où les organisations syndicales contestaient cette réforme des retraites. Et conteste toujours. Contestait, journée de mobilisation, il y a une journée de 7. Journée arrêt général de la France le 7 mars, etc. Ils signaient pour la plupart d'entre eux. Alors on ne sait pas ce que va faire la CGT ni Sud, mais on connaît à peu près la réponse. Mais en tout cas pour les syndicats dits réformistes, ils signaient un accord assez historique sur la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La répartition de la valeur ajoutée qui est issue du travail de chacun des salariés. Donc si vous voulez, la valeur travail, elle est au cœur des négociations. Et il y a un certain nombre de syndicats qui en parlent constamment. La CFDT, par exemple, va signer cet accord qui permet aux entreprises entre 10 et 50 salariés, aux salariés de ces entreprises, de bénéficier d'un intéressement. À partir de 2025. Jamais le cas jusqu'à maintenant, y compris des gaullistes qui nous ressassaient systématiquement la participation, mais qui, dans les entreprises de 10 à 50 salariés, ne l'ont jamais appliquée. Bon, bah c'est fait. Oui, voilà, c'est assez historique, si vous voulez. Et puis, deuxièmement, ce que je constate, moi, un peu comme Jean-Claude, ce que je constate tous les jours dans mon entreprise, il y a 1500 salariés, c'est que dans les salariés jeunes, c'est-à-dire, je dirais, moins de 50 ans, il y a une nouvelle approche, oui, tout le monde a eu peur. Il y a une nouvelle approche des conditions de travail. L'organisation du travail est en train de changer. Alors, vous avez le télétravail, mais il n'y a pas que ça. Et il y a un certain nombre de gens qui veulent bien travailler, mais pas de la même manière dont nous le faisions actuellement. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. La valeur travail demeure au sein de la société un point d'ancrage absolument incontournable. Mais pas de la même façon. Le problème, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que les débats, même s'ils ont été houleux, etc., ont démontré qu'il y avait pas mal de choses trappes que les syndicats ont dénoncé, que ce soit la pénibilité, que ce soit la question du temps pour les femmes. Donc, il ne faut pas non plus tout confondre. Et buter en touche en disant le travail, rabotnit, comme on dit chez Poutine, eh bien, ça ne suffit pas. C'est qu'il ne faut pas se foutre de la gueule des Français avec un texte de loi qui risque d'être un recul très net sur un certain nombre de points, indépendamment des 64 ans. Michel. Je pense que, comme vous le disiez, Emmanuel Macron, il aime bien enjamber les sujets du moment, convaincu qu'il est, peut-être par un excès d'orgueil, que c'est déjà acquis, et que malgré les protestations dans la rue, la loi va être adoptée très rapidement en plus, puisque tout va se jouer au mois de mars. Voilà. Après, il s'avance peut-être un peu, parce qu'effectivement, rien n'est gagné. Est-ce qu'il y aura suffisamment de députés LR qui vont voter la loi? C'est pas gagné du tout. Ça va se jouer à 1 ou 2 députés près. Donc c'est vraiment rien n'est sûr. Donc je pense que Macron effectivement est trop orgueilleux. Il veut aller trop vite et je pense que c'est dangereux. Et après sur le fond, ce que je voulais dire, c'est 2 choses. Puisque Jean-Claude témoignait de personnes qui font la manche. Moi j'ai travaillé 5 ans de ma vie avec des sans domicile fixe à Strasbourg. Et en fait, une des grandes choses que j'ai apprises, c'était une expérience extraordinaire dans ma vie, c'est qu'en fait,
les seules personnes qui peuvent s'en sortir et qu'on peut sauver des situations les plus dramatiques, c'est celles qui ne veulent pas rester oisives. Celles qui sont actives. Active, ça veut dire travailler. Oui, mais attends, active, ça veut dire travailler. Ça ne veut pas forcément dire être salarié. Ça veut pouvoir avoir un projet, créer une entreprise, créer, faire du sport, être actif. Et moi, je trouve qu'il y a un discours ambiant, et ça a commencé avec le discours sur les 35 heures, qui s'est installé dans notre pays, qui est un discours effectivement de paresse, de déification de la paresse, en tout cas de ce qu'on pouvait vivre sans générer des revenus. Si, je pense qu'il est très important dans notre pays. Que les Français sont paresseux, c'est ce que vous dites? Non, je parle du discours. Le discours ambiant. Enfin, ils sont pas paresseux. Mais comme le disait Jérôme tout à l'heure, tu parlais de la période de la vie où on travaille. Si on prend la semaine, c'est la même chose. On est un des pays où les semaines de travail sont les moins remplies. Donc je ne dirais pas que les Français sont paresseux, mais je dirais, évidemment non, mais je dirais qu'effectivement, il y a un discours ambiant, notamment au niveau des... Enlevons une semaine de vacances et on verra comment l'hôtellerie, le secteur du tourisme réagira. Il y a, si vous voulez... Et dernière chose sur les retraites, une seconde, s'il vous plaît, c'est que un des moments de la vie où il y a la plus grande mortalité chez les hommes, c'est l'année de passage à la retraite. Vous voulez que je vous dise, on parle beaucoup, vous voyez, là où il faut effectivement qu'on s'interroge, parce que le risque, c'est qu'on ne vit pas enfermé dans nos frontières. C'est qu'effectivement, à force de dire, de vanter le droit à la paresse, et c'est pas tant le fait de prendre du temps pour soi, moi je respecte le temps pour soi, il faut justement se réorganiser. Mais le mot paresse dans la conception de certains, moi je me dis ça peut être entendu d'une certaine manière, et dans une concurrence internationale dont il faut tenir compte, le risque c'est que les autres travailleront à notre place, le risque c'est que nous augmentons notre dépendance, le risque c'est que nous soyons plus compétitifs. Alors on peut vouloir fermer les frontières, mais on reviendra pas, on ne vivra pas comme il y a 3 siècles. Totalement illusoire. Et c'est pour ça que je dis que le risque, c'est que les autres travaillent à notre place, voilà, et qu'on voit partir nos activités, effectivement, voilà. C'est pour moi tout ce qui se trame. Juste pour vous dire que moi je vous confirme qu'on n'échappera pas à ce débat sur la notion de travail et sur sa réorganisation. Est-ce que c'est au président de la République de le faire? Non, c'est pas au président de la République, c'est aux citoyens, c'est aux partenaires sociaux. J'ai rappelé l'accord très important qui vient d'être signé. Alors ça peut paraître un peu illusoire parce que c'est pas encore mis en place dans les entreprises, mais ça va l'être très rapidement. Et c'est du sonnant et du trébuchant pour les salariés, des entreprises de 10 à 50 salariés. Et je dirais à Jacques sur l'affaire des retraites, je suis très étonné d'un certain nombre de gens qui sont mes amis par ailleurs, qui appartiennent à LR, aux Républicains, qui pendant les deux campagnes présidentielles, celle de François Fillon et celle de Valérie Pécresse, ont défendu la retraite à 65 ans et qui aujourd'hui viennent nous dire que 64 ans, c'est très injuste. Eh bien, je suis désolé, il y a un problème de cohérence. Jacques, on n'a plus le temps. Et les Français le sont. Ça s'appelle Rebus Sixtantibus et je pense qu'aujourd'hui, la donne est totalement différente de ce qu'elle fut pendant les campagnes présidentielles. 6 mois, avec Valérie Pécresse, il y a 6 mois. Bien, ne te trompe pas. C'est une faute que de vouloir substituer la notion de travail à cette loi qui est mauvaise. Et c'est ça le problème. Ça n'a strictement rien à voir. Merci à tous. Merci à tous les quatre. Allez, on continuera les débats. Vous n'êtes pas d'accord, on n'y est pas arrivé. Juste petite info en passant, la France ce matin vient de battre donc le record de jours sans pluie, 32, c'était jamais arrivé. Il y aura des mesures de restriction d'eau nationale annoncées dès lundi. Des mesures soft, vient de dire donc le ministre de la Transition écologique. Sans doute qu'on y reviendra dès demain. Merci à tous les quatre. Dans un instant, bonne journée. On va parler télévision avec Gilles. De tous les pays, recyclez-vous. Merci Jacques Mia. Allez, dans un instant, c'est les médias avec Gilles Gansman. À tout de suite.